Pour moi, Booking, c'était ni plus ni moins qu'un vaste site qui répertorie des hôtels. Il y a même une espèce de petite part de moi qui se demandait si ça faisait vraiment de l'argent ou si c'était juste une espèce de marketplace, quoi, tu vois. On est un peu dans ce sempiternel combat, tu vois, et c'est pour ça que je parle de... Il y a des gens qui sont anti-Booking, oui. C'est qu'ils prennent des frais assez élevés. La PayPal Mafia, très rapidement, pour ceux qui ne savent pas, en une phrase, c'est le groupe de fondateurs et de premiers employés de PayPal. On parlait d'une entreprise très connue en Europe, et notamment en France, qui est en train de disrupter le marché des banques et de proposer des choses très très innovantes. Il m'est arrivé un sacré truc aujourd'hui que je vais te conter, que je t'ai déjà un peu teasé par message, qui a dû piquer ta curiosité, je l'espère. C'est marrant que tu m'aies pas répondu. Je t'ai pas répondu, j'étais juste occupé, complètement occupé. Okay, mais c'est très bien que tu m'aies pas répondu, parce que de toute façon je t'aurais pas expliqué. Parce qu'en fait j'ai fait exprès de t'envoyer le message pour que ça pique ta curiosité et que tu te dises ah bon, mais comment, dans quel contexte, que s'est-il passé? Et ce qui s'est passé, c'est que très brièvement, je vais vous raconter ça dans la troisième partie de ce podcast, mais aujourd'hui j'ai fait un petit tour par l'appartement de quelqu'un qui gère, entre autres, et qui a cofondé le fonds d'investissement de Peter Thiel. Peter Thiel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un multimilliardaire qui gère le plus gros fonds d'investissement de l'Arizona, si jamais vous ne saviez pas, si vous n'aviez pas cette info. C'est aussi un des plus gros fonds d'investissement du monde. Un fonds d'investissement, c'est une entreprise qui s'occupe d'investir dans d'autres entreprises. Et Peter Thiel est un très grand entrepreneur, il a fait pas mal de trucs. Et j'ai passé un petit bout de mon après-midi dans l'appartement de la personne du bouquin Zero to One, je crois, ou un autre, je confonds peut-être. Zero to One, ouais, c'est peut-être lui, j'ai pas... Peut-être faire une petite recherche rapide, mais ouais, je crois que c'est l'auteur d'un... Je sais qu'il a un best-seller, un bouquin incontournable. Ouais, c'est ça, c'est ça, okay. C'est lui. Ouais. Et donc son associé, cofondateur et gérant de son fonds d'investissement a un appartement ici, à Dubaï. Et je vais vous raconter tout ça évidemment en troisième partie de ce podcast, puisque juste avant, j'ai prévu un petit sujet sur le business model de Booking.com qui est beaucoup plus intéressant qu'il n'en a l'air. Et c'est beaucoup plus une mafia que ça en a l'air aussi, même si c'est après on va parler de mafia. Et toi, tu nous as préparé quoi aujourd'hui, Alexis? Écoute, je suis trop chaud en tout cas pour entendre ce que tu as à dire sur Booking.com, ça m'intéresse beaucoup. Et le PayPal Mafia, c'est évidemment intéressant aussi. Et en ce qui me concerne, moi, on va discuter de la disruption d'un marché de vieux éléphants, a.k.a. les banques. Voilà, on va parler d'une entreprise très connue en Europe et notamment en France, qui est en train de disrupter le marché des banques et de proposer des choses très très innovantes. Et en fait, je voulais faire juste un petit panorama de qu'est-ce qui se passe, quelle entreprise, comment ils font, quelles innovations exactement. Vous allez voir que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant quand j'ai fait des recherches. Donc, j'avais envie de les partager avec vous. Ça vous inspirera peut-être à disrupter un autre marché très compliqué peut-être. Voilà pour mon sujet. Je te laisse la main. Donc, toi, tu vas nous parler de Booking alors, c'est ça? Ouais. Du business model de Booking. Et juste avant, évidemment, vous aurez noté que le podcast a un petit peu changé dans son format. Si jamais ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un nouvel avis si jamais vous l'avez déjà fait, ou un avis tout court si vous ne l'avez pas encore fait, et à nous proposer des sujets. Parce que du coup, si vous avez des questions ou juste des sujets que vous aimeriez qu'on creuse et sur lesquels on échangerait, et ce serait avec grand plaisir. Donc je vais vous parler du business model de Booking, parce que figure-toi qu'en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était bien plus intéressant que ce que je pouvais avoir en tête. Pour moi, Booking, je pense que c'était à peu près pareil pour toi jusqu'à il y a quelques temps, parce que tu m'en avais déjà parlé, donc je sais que tu t'y étais au moins un petit peu intéressé. Mais pour moi, Booking, c'était ni plus ni moins qu'un vaste site qui répertorie des hôtels. Il y a même une espèce de petite part de moi qui se demandait si ça faisait vraiment de l'argent ou si c'était juste une espèce de marketplace, quoi, tu vois, un truc un peu... J'en étais pas rendu là non plus, mais je vois l'idée. Moi, j'étais vraiment loin de ça. En quelques chiffres, juste pour qu'on se mette ensemble dans le bain, Booking.com est leader du marché de la réservation d'hôtels dans le monde entier. Il y a 27 millions de logements. 27 millions de logements, moi, ça me montrait pas vraiment ce que ça voulait dire. Du coup, j'ai pris une petite comparaison pour pouvoir vraiment se rendre compte de la taille. Airbnb, le mastodonte Airbnb, c'est 7 petits millions de logements. Donc, c'est effectivement quelque chose qui prend beaucoup de place, Booking.com. C'est 1,55 million de nuits réservées chaque jour. Cette information est-elle suffisante? J'espère que les serveurs sont solides pour le nombre de réservations
quotidienne. C'est Est-ce qu'ils ont un indispensable. hébergement mutualisé classique? Je ne sais pas. Je me pose la question. Je ne pense pas. Leur hébergement ont-ils brûlé lorsqu'OVH a brûlé? Je ne pense pas. Mais voilà, c'est assez colossal. Moi, je me rendais pas compte du tout que c'était à ce point-là. C'est 2,3 milliards de bénéfices par an, donc bénéfices de l'entreprise, quoi. Vraiment après avoir déduit les coûts, après avoir déduit la masse salariale, enfin tout, 2,3 milliards de bénéfices et la modique quantité d'1 milliard d'utilisateurs. Ce qui est ce qui a été un énorme milestone pour beaucoup de réseaux sociaux, a été atteint par une marketplace de réservation d'hôtels. Ça n'a aucun sens pour moi, ça. Quand j'ai découvert tous ces chiffres, je me suis vraiment demandé, mais qui sont ces gens? Parce que, je sais pas toi, mais les fois, la majorité des fois où j'ai utilisé Booking, figure-toi que c'était avec toi. C'était pour c'était pour nos hôtels à Paris. Avant, j'étais jamais passé par Booking. Si peut-être une fois, tu vois, pour un truc. Mais moi, je l'utilise pas du tout. Toi, t'es un fervent utilisateur? Ouais, écoute, j'ai eu tellement d'occasions, d'opportunités de l'utiliser pendant différents petits voyages, des voyages, même du voyage en sac à dos. Finalement, tu t'en reviens à Booking, parce qu'en fait, il y a pas mal d'auberges de jeunesse aussi sur Booking. Donc, ouais. Puis j'ai rencontré tout, moi, sur mes itinéraires de voyage. Il y a des gens qui étaient pro-Booking, mais il y a surtout des gens qui étaient anti-Booking. Donc, des fois, je cherchais des alternatives en me disant, ah ouais, on peut aller où ailleurs pour réserver des logements. Bon, en fait, il y a pas mal de marketplaces. Mais on en revient toujours à Booking, parce que c'est toujours là, en réalité, si on se ment pas à soi-même, où il y a la plus grosse offre, très concrètement, Largement, et où c'est le plus simple de trouver de logements quand tu voyages. Donc, je vais tout le temps sur Booking, tout le temps. Tout à fait. Ouais. Je vois. Et effectivement, je pense que c'est le cas de plein de gens. Moi, j'étais un peu à côté de ça. Moi, je vais sur le site des hôtels direct et après, genre, j'appelle ou j'envoie un message dans le formulaire de contact. Mais oui, effectivement, depuis que j'ai découvert Booking, j'ai capté que c'était plus simple. Je complète juste, parce que peut-être j'ai balancé une info comme ça sans contexte. Quand je disais pro ou anti-booking, juste pour le contexte, c'est vraiment, si vous voulez, il y a beaucoup de gens pour qui c'est un peu David contre Goliath en fait. Booking, c'est les petits hôtels qui peuvent réserver en direct avec leur propre site, ou des marketplaces qui prendraient des commissions moins chères, versus Booking qui est cette grosse entreprise capitaliste, etc. On est un peu dans ce sempiternel combat, tu vois, et c'est pour ça que je parle il y a des gens qui sont anti-Booking, Oui. c'est qu'ils prennent des frais assez élevés. Mais évidemment, c'est pas du tout ton sujet, j'imagine, donc je te laisse. C'est en partie, la lutte n'est pas vraiment mon sujet, mais mon premier point, et c'est ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'en les fait, frais peut-être. Ouais, c'est les frais. Pour ceux qui ne savent pas, le business model de Booking, il est super simple à la base. C'est juste que les hôtels créent un compte dessus gratuitement. Booking fait de la publicité parce que c'est Booking. Et ensuite, ils prennent un pourcentage. Ok. Donc, ils fonctionnent par commission sur les réservations. As-tu une idée, mais du coup, je suis assez déçu, mais apparemment oui, du niveau de ces commissions? Sais-tu à peu près à combien, en fait, est-ce qu'ils se rémunèrent en pourcentage? Alors, je vais même pas faire semblant d'essayer de pas deviner, parce que j'ai un vague souvenir, mais je suis pas sûr, donc c'est possible que je tape à côté. J'aurais dit 30%. Ah non, quand même, c'est beaucoup moins. Ah ok, parce que moi j'avais retenu un chiffre très élevé. On m'avait vraiment dit un chiffre très élevé. Donc, non, mais du coup, tu viens de faire le truc qu'on déteste de quand je te fais deviner un truc. Mais et je suis désolé, parce que moi c'est ce que j'ai retenu. Élevé. Oui, mais j'aurais pu te dire 5% pour... Non, mais vas-y, dis-moi. Alors du coup, moi j'avais retenu 30. C'est de 15 à 17%. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est quand même énorme. Histoire de vous donner un petit comparatif, pour les hôtes, j'ai bien dit pour les hôtes, sur Airbnb, c'est 3%. C'est bien, 3%, je ne savais pas. C'est pas pareil du tout. Et la seule petite différence, c'est que 100% de la commission est impactée sur l'hôtel, sur Booking, alors que Airbnb, c'est réparti. En général, l'hôte, c'est 3% et ça varie beaucoup plus pour le visiteur, pour celui qui réserve. Ça varie entre 3 et 6 ou 7%. On reste loin des 17% quand même, mais Airbnb répercute sur les deux. Ce qui est effectivement un business model qui peut aussi s'entendre pour maximiser le nombre de personnes qui viennent mettre leur hôtel dessus. Ou leur logement, évidemment. Donc, ils sont encore loin devant Airbnb, même si l'écart commence à se resserrer. Donc, depuis quelques années, ils sont en stratégie pour s'étendre. Ils sont toujours premiers, ils sont premiers de très très loin, ils sont toujours en croissance largement, mais la croissance des autres est plus rapide.
Les autres, c'est Airbnb. Les autres, c'est Google, qui dans le domaine du voyage et de la réservation commence à devenir très gros. Et donc, ils ont mis en place plein de choses. Premièrement, ils se sont diversifiés. Ils ont commencé à faire de la location. Ils ont commencé à proposer les réservations des avions. Ça, vous avez forcément déjà vu, si vous êtes sur un site, vous réservez par exemple un avion, après ça vous propose de réserver aussi sur Booking. Ou si directement sur Booking tu réserves ton hôtel, on te propose de aussi réserver la voiture qui va de l'hôtel à l'aéroport. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'en fait au lieu de se dire qu'ils allaient chercher plus de clients, ils se sont d'abord posé la question de proposer plus de choses aux mêmes clients. En tant qu'entrepreneur, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément. On peut d'abord se concentrer toujours sur faire rentrer plus de monde. Et puis quand on ne sait plus comment faire, on augmente les prix et puis après on propose d'autres choses, etc. Mais en fait, eux, ils se sont dit dès le début, on va proposer d'autres choses aux mêmes personnes parce qu'ils nous font déjà confiance, ils sont déjà là. On va juste les suivre plus longtemps dans le processus du voyage. Mais en fait, malgré ça, ils continuent de se sentir menacés. Du coup, ils ont commencé à faire plein de choses. Donc en premier, la commission elle est passée d'environ 15, avant c'était plutôt autour de 15, maintenant c'est 15-17, ils ont augmenté 2% à l'année, ça peut quand même faire beaucoup pour certains hôtels. Ils ont aussi commencé à mettre en place des revenus de partenariat. Donc ce que je disais, c'est dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que quand vous réservez votre avion sur Air France par exemple, ils ont passé un gros contrat avec Air France, quand tu réserves son avion maintenant ça peut te renvoyer vers Booking. Et ça, c'est des contrats à plusieurs dizaines de millions par an, signés par l'un et l'autre pour pouvoir avoir une redirection. Et en fait, eux, c'est leur manière de faire des publicités. C'est-à-dire que le cœur de Booking, c'est la dépense en publicité. Ils ne font quasiment que ça. Ils dépensent, je crois avoir vu 4,1 milliards en publicité Google en 2022. Donc c'est titanesque. C'est même un revenu assez intéressant pour Google. Mais ils ont parfaitement conscience que s'ils augmentent plus que ça leur part de marché dans le domaine du tourisme, ça vaudra bien plus que les 4 milliards de Booking. Mais donc, ils font en fait beaucoup de pubs. C'est pour ça qu'ils sont connus, c'est pour ça qu'ils sont partout et c'est pour ça que leur marge passe quand même de 12 milliards de chiffre d'affaires à 2 milliards de bénéfices. C'est que c'est rogné par beaucoup de choses. Ils ont aussi commencé à proposer un système d'abonnement pour les hôtels, qui voudraient apparaître en premier dans les résultats de recherche. Ce qui peut être assez intéressant dans l'idée. Booking Premium, dans l'idée, ce qu'on voit sur le Bon Coin, etc. Et pour revenir sur le point d'avant, donc c'est ce qu'on voit dans l'industrie du tourisme en général, ou du voyage, mais c'est de l'affiliation aussi, tout simplement, ni plus ni moins. Enfin, c'est tous ces partenariats pour que les gens fassent le lien peut-être avec des choses plus simples à notre échelle à nous. C'est comme quand vous inscrivez à un programme d'affiliation, mais c'est à l'échelle de Booking, quoi, donc c'est énorme. Et si vous faites un blog de voyage demain, par exemple, vous pouvez très facilement chercher des programmes d'affiliation pour des compagnies aériennes. Moi, j'ai regardé un peu pour voir si ça existait. Ça existe complètement partout, ou des hôtels, des choses comme ça. Donc, Booking fait la même chose, quoi, avec des acteurs beaucoup plus gros que vous et moi, en fait. Ouais, c'est ça. Avec des intégrations directes et des choses qui sont... Enfin, c'est ça, c'est juste poussé à l'extrême pour la conversion maximale, mais le principe est exactement le même. Ok. T'auras les pourcentages après des revenus, du coup, tu les as pas? Ça aurait été intéressant. Il y a pas mal de choses qui sont floues. Ils donnent certaines choses et ils mettent pas à jour d'autres trucs, ils disent pas tout. Ils ont aussi créé d'autres marques. Par exemple, il y a 2 marques que moi je connaissais dans celles qui étaient citées et je me serais jamais douté que c'était aussi la Booking Holding. Il y a Kayak, le site de comparatif, qui est aussi... Ça a été racheté ou Non, je crois que ça a été lancé par eux. CAE. Ah, ok. Alors, ça a peut-être été racheté, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans la manière dont c'était formulé, ça avait vraiment l'air d'avoir été lancé. J'ai aussi vu Rental Cars, qui fait partie du groupe Booking, ce qui montre que, en fait, au-delà de juste proposer des nouveaux services, ils ont carrément créé d'autres marques pour venir combler les autres possibilités sur un peu le même modèle, puisque Rental Cars, c'est une marketplace pour louer des voitures, et Kayak, c'est une marketplace pour trouver des billets d'avion. Donc en fait, ils sont venus taper tous les segments possibles du voyage, de la réservation de voyage en tout cas. Et je trouve ça très cool comme empire. Je trouve ça hyper intéressant. Entre nous, on est d'accord, c'est une industrie qui est assez enthousiasmante. C'est du voyage, c'est billets d'avion, ton hôtel, tout ça, c'est que des trucs cool. Enfin voilà,
C'est un bel empire pour le coup. Et un vrai empire, hein, pas comme ce que les mecs sur Internet appellent un empire à chaque fois qu'ils ont une entreprise qui fait 300 000 euros et qui disent comment j'ai bâti un empire sur Internet. Là, on parle d'un vrai empire là du coup, pour le coup. Oui. Mais c'est... Oui, à 2 milliards de bénéfices, J'adore. on peut dire empire, je pense. J'adore, je suis carrément jaloux de ce qu'ils ont fait. J'aimerais bien faire du voyage moi aussi comme ça. C'est pas mal stylé, mais Mais, donc il y a des trucs moins stylés. figure-toi qu'il y a quelques dérives. Évidemment. Dérives, allez, vas-y, le poteau rose. pour en arriver Balance. là, forcément. Ok. Il y a quelques petites dérives. Les commissions notamment... sont assez élevées déjà, hein. Je suis tout à fait Alors, les honnête commissions vis-à-vis en de plus. moi-même, je les trouve un peu élevées. Un peu pimentées, tu vois, un peu sur l'échelle de Scoville, ça Ouais, c'est je trouve ça. on est plus proche des 1 million que, tu vois, enfin, c'est un peu, Oui, c'est un je peu vois. fort. On peut dire qu'elles sont même sacrément salées. Le 15-17%, je l'avais pas vu venir. Moi, je serais dégoûté hein, en tant qu'hôtelier. 15-17%, c'est titanesque. Et beaucoup sont dételiers, pardon, et beaucoup sont dégoûtés, effectivement. Non, mais Oui. c'est un truc qui revient souvent. Le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas se passer de booking. Ils sont dans une position... tu es obligé de faire affaire. Tu laisses trop d'argent sur la table si tu fais pas affaire à booking. Je sens que ça a un lien avec la suite, donc vas-y. Ça a un lien tout à fait avec la suite, puisque qu'est-ce que Booking s'est dit pour être certain? Parce que bon, si toi tu es au courant, effectivement, moi je l'étais pas, mais vous êtes sûrement plusieurs à l'être, du coup le ton commençait à monter un peu et les hôteliers commençaient à se dire bon là globalement Booking vous êtes bien sympa, mais nous on a du mal à bouffer, donc vous êtes cool, mais par exemple on pourrait peut-être proposer des prix moins chers sur nos propres sites. Comme ça, pour les quelques malins qui font leurs recherches et tout, et puis notamment pour les gens qui ont peut-être moins de budget, ça peut peut-être permettre, parce qu'en fait ce qui se passait c'est que du coup les hôtels augmentaient leur prix, hein, en toute logique, pour éponger au maximum le pourcentage de booking. Ça créait un cercle vicieux où tous les prix augmentaient, où moins de gens pouvaient réserver, c'était pas souhaitable. Donc ce qui s'est passé c'est que les hôtels ont dit Bonne peut-être conclusion. qu'on pourrait éventuellement proposer des prix moins chers sur nos sites. Et là, Booking a dit non. Si vous proposez des prix moins chers sur vos sites, vous serez banni de Booking. Ah, il y a de la non-concurrence. Il y a genre des CGV où ils te disent que vous n'avez pas le droit. Exactement. C'est vrai? Et ils checkent. Et Je vous assure que là, je me suis retenu de faire une insulte. Parce que là, je me dis, si je commence à faire des gros mots, ça va pas passer sur toutes les plateformes. Là, je me suis vraiment retenu. C'est resté juste là. J'ai vraiment eu envie de dire, allez. Et je me suis arrêté, quoi. Je vois l'idée. Oui, vraiment. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, notre très chère Europe, là, si je pouvais sortir un drapeau de l'Europe, notre très chère Europe a levé les boucliers face à ça. Et il y a 4 pays qui ont condamné cette clause de non-concurrence: l'Allemagne, la Suède, l'Italie et la France, et qui ont dit non, ça c'est juste pas possible, ça va pas se passer comme ça. Je suis assez contre le fait que des États viennent ingérer à l'intérieur, viennent interférer dans des échanges entre entreprises, mais là c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé en fait. C'est plutôt qu'il y a un collectif d'hôteliers en Allemagne qui a saisi la justice. Ok. Donc, c'est pas l'État qui est venu dire les gars, ça va pas se passer comme ça, moi je suis le shérif. C'est pas comme ça. C'est vraiment le collectif d'hôteliers qui est venu porter ça devant les tribunaux. Et du coup, plutôt honorable, ils ont gagné dans 4 pays du moins. Enfin, d'abord en Allemagne, ensuite ça s'est propagé. Et du coup, dans ces 4 pays-là, mais j'ai trouvé que ces 4 pays-là malheureusement, on peut trouver des prix moins chers ailleurs que sur Booking pour les hôtels qu'on cherche. Moi, personnellement, je suis assez ouvert à tout ce qui va être loi antitrust. Je trouve que ça a du sens de mettre ça au bout d'un moment au niveau de l'État, quand une entreprise pourrait éventuellement, dans l'idée, dans l'imaginaire, devenir trop grosse, tout capter, toute la valeur d'un marché. Je trouve que ça a du sens au bout d'un moment de vouloir légiférer là-dessus. Et donc, par exemple, ça, sur la pratique qu'ils font là chez Booking, typiquement, c'est une pratique qui, normalement, sur le moyen long terme, amène en fait à une position de trust totale, en fait, petit à petit. Ils sont déjà énormes et ils se rendent encore plus indispensables légalement, en disant vous n'avez pas le droit d'aller voir ailleurs, etc. Ça a un cercle vertueux pour eux à être un trust et en situation de quasi-monopole au bout d'un moment, enfin, dans l'idée, tu vois. Donc ça, moi, ça me choque pas, tu vois, sur ce genre de pratique, que l'État interfère du coup. C'est ce qu'on a vu sur d'autres entreprises par le passé, notamment aux États-Unis, beaucoup. Un truc. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que la pensée court terme, je pense, et elle est tout à fait, elle est quand même assez importante, un court et moyen terme irait dans ton sens, mais la pensée long terme fait que le marché se régule.
et qu'en fait, s'ils sont beaucoup trop gros, au bout d'un moment, les gens arrêtent juste d'y être, et quand les gens arrêtent juste d'y être, bah, ça baisse, ou alors c'est trop cher pour les consommateurs, donc les consommateurs trouvent d'autres moyens, et du coup, il y a d'autres acteurs. J'ai pas compris coup, comment t'es passé de s'ils sont beaucoup trop gros, les gens arrêtent d'y être. Comment ça se passe? S'ils sont trop gros et que du coup les hôtels s'en vont parce que c'est trop cher pour eux et que du coup ils trouvent des moyens alternatifs. Mais le seul truc qui est vrai, c'est que par contre ça prend peut-être, on va dire, une génération de renouvellement d'hôtels. Je sais pas du tout en combien de temps ça prend. Je me doute que c'est pas comme une génération humaine, c'est pas 20 ans. C'est même parce que tu restes cohérent. C'est ce que tu disais dans un épisode précédent. Tu parlais de génération sacrifiée. Ton raisonnement est le même ici. C'est exactement ça. C'est que tu dis toujours que le marché doit toujours tout réguler, enfin s'auto-réguler sur à peu près tous les sujets, mais c'est parce que tu te dis que tu laisses la nature faire les choses. En gros, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Donc peut-être qu'il y a une génération sacrifiée, mais du coup, moi je vois ça comme un truc qui permet d'apprendre et de voir comment faire ou comment ne pas faire par la suite. Mais je peux comprendre effectivement, après, si on prend des échelles plus micro, que pour les gens directement, quoi. Pour l'hôtelier qui n'arrive pas à bouffer, évidemment, lui, il est bien content quand il y a sa loi et que ça se passe comme ça. Mais je pense que ça peut avoir des effets négatifs parfois dans certains cas. Je comprends ton point. En tout cas, là, ils l'ont fait parce que ça a été saisi et du coup, les hôteliers allemands, suédois, italiens et français en sont ravis. Et j'aimerais conclure ce petit point avec les 3 axes pour faire grandir une entreprise selon Booking.com. Ces 3 axes, ils sont assez simples à comprendre et on peut les implémenter un peu partout. Le premier, c'est l'axe partenariat. Okay, ce que j'ai bien aimé avec ces 3 axes, c'est que c'est les axes qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est pas les axes basiques, genre faire rentrer plus de clients, faire payer plus cher, etc. Non, c'est 3 axes qu'on ne retrouve pas forcément partout. Le premier, c'est l'axe partenariat. Okay, donc, c'est venir s'implémenter chez d'autres personnes, chez d'autres entreprises qui ont des rapports avec nous et en faire une part de sa stratégie complète. Parce qu'en général, quand on fait ça dans notre entreprise, c'est une petite partie, quoi. On fait un petit peu de ça, mais en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que ce soit un tiers de la stratégie. Donc là, on est dans une stratégie de croissance, évidemment. Deuxième partie de la stratégie. Ah oui, et quelques petits exemples. Eux, ils l'ont notamment fait. Leur plus gros coup, c'est ils ont signé avec l'équivalent Uber de l'Asie. Et du coup, à chaque fois qu'on utilise un Uber ou qu'on réserve un Uber en Asie pour aller à l'hôtel, on a... pardon, pas à l'hôtel, à l'aéroport par exemple, ou à un hôtel, etc., etc. Tout ce qui a un rapport avec le voyage, on a directement un lien Booking. Deuxième chose, c'est l'innovation. Ils n'arrêtent pas de racheter des petites startups pour implémenter des petites fonctionnalités. Donc, ils achètent plein de petites entreprises. La dernière que j'ai en date, que j'ai notée, c'est sûrement pas la plus récente, mais c'est celle que j'ai pu noter, c'est une petite startup qui s'occupait de maximiser les avis clients positifs. Au lieu de passer par eux, ils l'ont racheté. Et ils ont implémenté tout leur process à l'intérieur. Ça donne plusieurs avantages. Premièrement, c'est mieux pour eux, ça leur permet d'intégrer. Ça permet aussi aux autres entreprises de ne pas profiter de ces talents-là. Donc de garder cette position de leader. Bon, là, c'est un peu plus difficile à faire à son échelle, mais ce qu'il faut essayer de se dire, c'est d'aller chercher des innovations chez d'autres, chez des concurrents en fait. Et on parle bien d'innovation, pas forcément de fonctionnalité, puisque la troisième grande catégorie, le troisième axe, c'est l'élargissement. Donc c'est venir chercher des choses différentes. Donc par exemple, si on prend l'image d'un freelance, c'est de se mettre à faire du SEO. Si on est un freelance WordPress, on se met à proposer des prestations de SEO. Pour l'innovation, ce serait par exemple se mettre à proposer des innovations avec l'IA. Utiliser l'IA, etc. J'aime bien comment on va sur des exemples très spécifiques de freelance WordPress. Oui. Tu imagines les gens arriver et dire « Ah oui, c'est vraiment la première chose à laquelle j'aurais pensé, un freelance WordPress. » C'est que c'est beaucoup plus... C'est ramené à l'échelle des gens qui nous écoutent. Ouais, bien sûr, mais ça vient de notre historique, disons. Mais oui, voilà, c'est une déformation professionnelle, évidemment. Mais donc vous voyez l'idée, il y a 3 choses, partenariat, innovation, élargissement. C'est 3 aspects intéressants qui ne sont pas forcément les aspects les plus poussés par les entreprises de manière générale. Donc c'est la stratégie que Booking a mis en place ces dernières années pour rester numéro 1 dans son marché. Ok, super intéressant. Merci pour cette chronique. Et effectivement, moi, l'industrie du voyage, j'adore l'analyser. J'avais fait plusieurs petites plongées en eau profonde, et puis j'en suis ressorti, puis j'ai tout oublié à chaque fois. Mais je serais ravi d'en reparler à l'occasion du business model de d'autres boîtes, de toute l'industrie en général, comment elle est structurée. Je m'étais beaucoup enseigné, par exemple, sur les sites d'affiliation en général,
qui font tous les... Tu vois, j'ai perdu les termes. Il y a un terme spécifique pour décrire les entreprises qui font du listing de vol. Tu vois, Momondo, des choses comme ça. Et c'est que de l'affiliation ou des partenariats, en fait. C'est la source de revenus que tu as cité en deuxième sur Booking. Et en fait, ces sites-là font énormément d'argent, alors que c'est juste des sites qui ont la distribution, en fait, qui ont pignon sur rue, en fait. Maintenant, ils listent, ils sont connus, donc ils sont juste là, ils sont posés là. Mais tu vois, ils apportent rien de plus que ça, et leur source de revenus principale, c'est celle-ci, quoi. Et je trouvais ça hyper intéressant. Ce qui est assez fou, c'est que moi, jusqu'à il y a encore peu de temps, j'étais persuadé que pour réserver un billet d'avion Air France, par exemple, il fallait passer par une de ces marketplaces. En fait, pas du tout. Tu peux réserver ton billet d'avion sur Air France directement. Exactement, c'est tout mon point, c'est que c'est des intermédiaires. C'est des intermédiaires qui sont parfois utiles, parce que la plus-value de ces intermédiaires-là, c'est pas juste des intermédiaires méchants, c'est que ce sont des comparateurs. C'est ça le terme que je cherchais. Putain, c'est vraiment un terme basique, j'aurais pu l'avoir plus tôt. Comparateurs. Donc, ils vous permettent littéralement de comparer. Donc, en général, ils ont une UI UX qui est intéressante, qui permet d'avoir un certain nombre de critères plus ou moins profond pour chercher des voyages précis, des itinéraires précis, et puis tu peux comparer des vols, différentes compagnies aériennes, etc. Chose que ne font pas si vous allez sur Air France, vous prenez un vol Air France, ils vont pas vous donner un comparateur avec Air pas cher, tu vois. Donc forcément, c'est tout l'intérêt de ces comparateurs-là, et c'est un intermédiaire, un maillon de cette grande chaîne qui est l'industrie du voyage en général. Il y a plein d'autres choses qui sont super intéressantes, comment fonctionnent les agences de voyage, comment fonctionnent les comparateurs, comment fonctionnent les travel planners aussi, à l'échelle juste d'une personne qui peut faire ça en freelance. Et il y a plein de choses. C'est une belle industrie qui est très intéressante à analyser, y compris les hôtels, y compris Booking, évidemment, du coup. Ouais. Ok, tout à fait. J'ai trouvé ça cool, Carrément. Est-ce que je passe sur mon sujet, du coup ? On a fini sur booking.com. Très bien. Eh bien, écoute, on va passer de booking.com aux banques. Et en particulier d'une banque que vous connaissez peut-être. Alors, je vais montrer à la caméra. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave, je vais vous dire dans un instant ce que c'est. Hop, je montre à la caméra. Il va sûrement réussir à faire un zoom. Va-t-il réussir à faire un zoom ? Il ne veut pas faire un zoom. Il refuse de faire un zoom dessus. Ah, ça y est. Ok. Et je te montre évidemment Louis, parce qu'en fait, je me rends compte que tu ne la voyais pas. Ouais, je me suis douté. Voilà. Tu vois ce que c'est, Louis, tout à fait. C'est ton code de carte bleue 4798. Ce que je viens de te montrer, c'est une carte Trade Republic. Mais ce n'est pas n'importe quelle carte, c'est une carte qui a fait fureur en début 2024, avec pas moins de, je pense qu'ils étaient pas loin de 1,5 million en liste d'attente à réclamer cette carte. Wow. Donc énormissime, une carte qui a fait sensation, une carte miroir. C'est-à-dire que là, donc vous ne la voyez pas, je vous la décris, je peux me voir dedans, je peux me recoiffer dedans, repeigner ma barbe, etc. Complètement un miroir brossé. Il n'y a pas les chiffres en plus sur la carte. C'est un vrai miroir. Il n'y a pas les chiffres aussi, donc c'est assez original. Comme ça, on ne peut pas me piquer mes chiffres. Enfin voilà. Bref, cette carte, mesdames et messieurs, c'est la carte de l'entreprise Trade Republic dont on va parler dans cette deuxième partie. J'ai pas mal de choses à vous dévoiler par rapport à cette entreprise. Vous allez voir, ça va être vraiment cool. Alors, Trade Republic, c'est pas tout à fait une banque, quoique maintenant, oui, mais c'était avant tout un broker. Donc, je vais remonter un petit peu dans le temps, puis je vais expliquer un peu aux gens ce que c'est. Et je précise, très important, ce n'est pas une sponsor, évidemment, parce que Trade Republic, ils sont partout. Ils font souvent des émissions sponsorisées, des vidéos sponsorisées, etc. Ce n'est pas du tout une sponsor. Là, on analyse juste leur business model, leur histoire, et on fait un petit peu le tour de tout ça, si vous voulez, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, c'est quoi Trade Republic à la base ? Je pense que tu sais, Louis, que donc de base, c'est un courtier. Donc, c'est une plateforme qui vous aide à investir, qui vous permet d'investir. On appelle ça un courtier, un broker, tout ça, c'est la même chose. L'objectif, c'est simple, c'est de pouvoir acheter des actions, des ETF. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ça. On ne va pas faire un podcast complet sur l'investissement. Trade Republic, donc, c'est pas une vieille entreprise du tout. Vraiment pas, parce que ça date de 2015. Et moi, je pensais que c'était une boîte française à la base. Je ne sais pas pourquoi, mais pas du tout. Je sais pas si tu as une idée. C'est en Europe, hein, mais c'est pas en France. C'est pas lituanien ? Non, pas eux. Okay. Pas eux non plus. Non, c'est allemand. Une banque allemande. Okay. Voilà, donc 2015. Donc fondé en 2015. C'est un broker qui a la particularité d'être arrivé en faisant une sorte d'appelisation, si vous voulez, du broker en général, c'est-à-dire rendre ça beaucoup plus user-friendly, rendre ça beaucoup plus accessible et apporter un certain nombre de fonctionnalités qui fait que tout le monde peut beaucoup plus facilement investir. Donc il y a pas mal de choses. Déjà, dans un premier temps, peut-être
préciser aussi que Trade Republic c'est soutenu par Sequoia Capital. Je le note parce que c'est quand même un énorme fonds d'investissement. Je ne sais pas si vous connaissez Sequoia Capital, mais du coup, juste pour le fun, juste avant de faire l'épisode, j'ai noté l'ensemble des entreprises, enfin non peut-être pas, mais les principales dans lesquelles Sequoia a investi, juste pour vous donner une petite idée. Alors, je me frotte les mains, donc Facebook, Apple, Google, Nvidia, Oracle, Dashlane, c'était pour moi, ça me faisait plaisir, GitHub, Instagram, PayPal, Reddit, SpaceX et aussi pour la blague, FTX. Donc, on ne peut pas gagner à tous les coups. Je cite Sequoia, je prends le temps de le citer pour nos auditeurs si jamais vous ne connaissez pas Sequoia, parce qu'on est vraiment sur les fonds VC parmi les plus importants, si ce n'est, je pense, le plus important de la Silicon Valley aujourd'hui, qui ont des centaines de milliards, peut-être même plus, de capitalisation boursière de l'ensemble des entreprises qu'ils ont dans leur portefeuille, donc c'est vraiment énorme. Et une petite anecdote marrante sur Sequoia, c'est que parmi les premières entreprises, donc Apple fait partie des premières entreprises dans lesquelles ils ont investi, mais comment ils en sont arrivés à investir dans Apple? À la base, l'un des premiers investissements du fondateur de Sequoia, c'était dans une boîte qui s'appelle Atari, qui est une boîte de jeux vidéo. Et c'est une petite anecdote que je trouvais rigolo parce que voilà, t'es très 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 Apple, Louis, tout le monde le sait maintenant. Est-ce que tu sais, en fait, le fondateur d'Atari connaissait Steve Jobs, et à un moment, Steve Jobs, n'ayant peut-être pas une grande éducation financière ou de la valeur des choses, de ce qu'il était en train de créer tout simplement dans Apple, et il avait besoin d'argent, et il a proposé 33% d'Apple au fondateur d'Atari pour la somme de... il faut que tu devines la somme. J'étais obligé de noter cette anecdote, j'étais juste trop fan. Donc il faut que tu devines la somme de Steve... Donc Steve Jobs a proposé 33% d'Apple au fondateur de Atari pour... Okay. $1 million? Très très peu. Oh là là, beaucoup moins que ça. beaucoup moins qu'un million. Ah ouais, beaucoup moins. C'est assez fou. Okay. C'est pour ça que je l'ai noté. Ça n'a rien à voir avec Trade Republic pour le coup, mais ça a beaucoup... 300 $000? Je vous ai dit 300 €. $50 000. Alors, j'espère que c'est une vraie... que j'ai pas fact-checké, hein, évidemment, les amis. J'ai juste pris cette information sur une source qui avait l'air un peu plus sérieuse. Mais enfin, je suis pas à $10 000 près, de toute façon, sur cette info. Le fondateur d'Atari a refusé. Voilà, c'était juste pour l'info. C'était absolument incroyable. Et donc, du coup, il a refusé, mais au passage, il a mis en contact le fondateur de Sequoia avec Steve Jobs. Et c'est comme ça que Sequoia fait partie des premiers investisseurs quand même de l'entreprise Apple. Il n'a pas du tout eu 33% d'Apple pour $50 000. Et je crois qu'ils ont mis $150 000 sur la table pour beaucoup moins que 33%. Et ils ont été forcés de revendre beaucoup plus tôt qu'ils auraient voulu le revendre. Donc, ils ont quand même fait, je crois, un bon plusieurs centaines de pourcents. Je crois qu'ils sont passés de 150 000 à 6 millions, un truc comme ça, mais ils auraient dû faire beaucoup plus. Oui. Bref, le reste est rentré dans l'histoire. Voilà. Bon, ça c'était le petit détour par Sequoia. Si on revient à Trade Republic, qui a donc Sequoia comme une des principales boîtes, un des principaux investisseurs de l'entreprise, c'est donc un broker, entreprise d'investissement, avant d'être une banque, qui a, à ma connaissance, fait, je crois, la plus grosse levée de fonds en Europe à ce jour. Ok. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on s'est tous demandé un jour pourquoi les banques fonctionnent comme elles fonctionnent aujourd'hui. Pourquoi on a ces vieilles agences avec toute cette paperasse, avec toutes ces procédures qui sont longues, avec des fois des trucs, ça prend plusieurs jours, il faut renvoyer tel papier signé, etc. On vit dans le même monde dans lequel on a des fois des applications sur nos téléphones où les choses fonctionnent de manière hyper fluide, ça prend 3 clics, etc. Et en fait, on a ces deux mondes-là qui s'entrechoquent. Et on se demande du coup, comment ça se fait que les banques elles-mêmes ne s'autodisruptent pas, n'améliorent pas les choses, etc. Enfin, moi, personnellement, je me suis posé la question plein de fois. Moi aussi. Je pensais comprendre intuitivement, je me suis dit, ok, j'imagine que ça doit être trop compliqué. Alors effectivement, c'est ça la vérité, c'est que c'est juste très compliqué pour les banques en réalité, parce qu'elles ont énormément de contraintes. C'est pas des entreprises classiques, et elles ont des infrastructures bancaires, technologiques, j'entends, qui sont vraiment très très vieillissantes. Elles ont des charges colossales et en fait c'est très très difficile d'innover pour elles. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles font souvent un petit peu de la croissance externe, ou qu'elles achètent dans d'autres entreprises, ou alors qu'elles essaient de s'autodisrupter par l'extérieur. Par exemple, j'ai vu une sponsor du youtubeur Benjamin Code il n'y a pas très longtemps, où c'était le Crédit Agricole qui sponsorisait la vidéo pour la publicité d'une banque, une néobanque qui était faite juste pour ouvrir un compte professionnel pour les auto-entrepreneurs. Ça s'appelait Propulse, je crois.
Et Propulse, en gros, c'est un truc qui est vraiment natif avec une application pour ton téléphone où tu peux ouvrir ton compte en quelques secondes, faire ton dépôt de capital, faire des factures, machin, tous les trucs que tu voudrais en fait avec ce genre de service, plus avoir une carte rapidement et tout ça géré depuis une application, quoi. Et en fait, à chaque fois, tu vois ça venant d'entreprises où en fait Crédit Agricole crée Propulse comme étant presque une autre société ou un autre produit en dehors même de tout leur parc normal en fait. C'est-à-dire qu'elles en sont rendues là. Elles sont obligées de faire les trucs de l'extérieur, d'elles-mêmes, mais de l'extérieur quand même, et pas de l'intérieur. C'est dire les contraintes qu'on peut imaginer de l'intérieur justement des infrastructures d'une banque, quoi. Tout à fait. C'est sacrément. Exactement. Ce qui fait que du coup, en général, on constate que finalement, que ce soit pour une banque ou pour d'autres sujets, moi j'ai l'impression que le plus évident en fait pour pouvoir innover et disrupter, c'est en fait la méthode de la page blanche, quoi. Et finalement c'est la force que vous et moi on a quand on fait les choses, parce qu'on peut très bien se dire voilà, déjà une banque c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement accessible, je vais pas pouvoir faire une banque demain, et puis il y a sûrement des tas d'autres industries que vous pensez pas accessibles, mais là où effectivement on est face à un millefeuille de complexité ahurissant, le grand avantage que vous avez et qu'elles n'ont pas, c'est l'avantage de la page blanche. C'est que vous partez de zéro, vous partez d'une feuille blanche et vous êtes capable de faire quelque chose de vous-même et donc d'être plus facilement dans un état d'esprit d'innovation ou de remettre en question le fonctionnement des choses, de dire pourquoi ça fonctionne comme ça. Et puis du coup, vous vous êtes posé la question, vous dites non, chez moi ça va pas fonctionner comme ça. Et donc du coup, chez vous ça fonctionne pas comme ça, alors que le monde entier pensait que ça ne fonctionnait que comme ça et que ça pouvait pas fonctionner autrement. Et vous avez montré que ça pouvait fonctionner autrement. Mais c'est juste parce que vous n'êtes pas mis les barrières qu'il y avait dans l'infrastructure d'avant ou de la manière dont fonctionnaient les choses dans l'autre paradigme dans lequel vous n'étiez pas. Donc je vais donner un tas d'exemples par rapport à Trade Republic. Dans un premier temps, toutes les fonctionnalités ou les choses hyper intéressantes qu'eux ils proposent, notamment en termes de courtier. Parce que votre banque, à vous, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, etc., ce sont aussi des brokers, ce sont aussi des courtiers, ils font ce travail-là. Mais un exemple simple de tout ce que je viens de montrer pour vous illustrer, c'est les frais de courtage. Les frais de courtage chez Trade Republic, qui est la somme que vous payez à chaque fois que vous achetez des actions, des ETF, etc., sont de 1 euro chez Trade Republic, no matter what. C'est 1 euro. Ce qui est en fait extrêmement faible, très accessible, super intéressant. Du coup, on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce que les banques ne font pas des frais de courtage à 1 euro aussi ? Pour les raisons que je viens de vous évoquer. Tout simplement parce que si les banques faisaient des frais de courtage de 1 euro, elles ne seraient pas rentables, en fait. Parce qu'elles ont des infrastructures absolument délirantes, de la paperasse absolument délirante. Vous allez passer un ordre en bourse auprès de votre banque, vous allez voir écrit frais de dossier, frais de machin, frais de truc, frais de bidule, parce qu'il y a plein de choses. On ne se rend pas compte de tout ce qui se passe en fait en coulisses sous le capot. Et donc, en fait, c'est parce que Trade Republic est parti d'une page blanche qu'ils sont arrivés, qu'ils ont juste fonctionné comme une start-up normale qui n'a pas besoin de faire des frais de dossier, de faire des frais de je sais pas quoi, etc. Et c'est juste de la technologie en fait qui passe les ordres de bourse et tout, ça devrait pas être si compliqué que ça. Et c'est le cas chez Trade Republic et donc frais de courtage à 1 euro. Pourquoi ? Parce que page blanche. Donc ça, moi je trouve hyper intéressant. L'autre point, interface super intuitive, super simple, etc. Application mobile, truc qui fonctionne de manière évidente, dans l'air du temps, etc. Pas forcément ce qu'on a du tout chez les banques. Par exemple, moi chez ma banque au Crédit Agricole, c'est une catastrophe. Je peux même pas avoir par exemple plusieurs utilisateurs qui viennent sur mon compte pro pour pouvoir gérer ma compta ou ce genre de choses. Vous imaginez bien que chez les néobanques, c'est des choses qui sont possibles et acquises depuis longtemps. Là aujourd'hui, sur BNP Paribas, ce n'est pas possible. Moi je me suis dit sur le moment, mais dans quel monde on vit ? Et en fait, j'imagine qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas rendre ça possible aujourd'hui. C'est que j'imagine qu'en back-end, c'est compliqué, c'est horrible, c'est pas possible, il y a des contraintes que nous, on ne voit pas, etc. Encore une fois, page blanche. Sur toute l'expérience client et le produit en lui-même, quoi. Toutes les autres innovations, il y a plein de trucs hyper intéressants qu'ils ont fait en tant que broker avant de devenir une banque, et je vais y venir du coup parce que maintenant, c'est une banque. Ils font des actions fractionnées. Ce qui est un truc assez cool aussi chez Trade Republic. C'est-à-dire que les grosses actions que vous voulez acheter, par exemple une action Amazon ou d'autres actions qui peuvent être très très chères. Amazon, je crois que c'est plus de 1 000 € l'action, je ne sais plus combien ça coûte maintenant. C'est pas à la portée de toutes les bourses. Eh bien, eux, ils rendent ça accessible. Comment ? En faisant des actions fractionnées. C'est-à-dire qu'ils sont débrouillés technologiquement et légalement, juridiquement parlant, pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez acheter des morceaux d'actions. Et ça a la même valeur pour vous. Vous, ça fait aucune différence. Et eux, ils ont été les premiers, à ma connaissance en tout cas, à fonctionner comme ça et à proposer des actions fractionnées.
Très très cool. Ça me fait penser aux personnes qui sont persuadées que si tu veux investir dans les crypto-monnaies, là c'est con parce que en ce moment le Bitcoin il est à 60 000 et que du coup ça va te coûter 60 000 balles quoi. Non. Oui, non, si tu veux acheter effectivement, exactement. Ils ont le Bitcoin par nature du coup, vous pouvez déjà acheter effectivement 1/1000 de Bitcoin sans souci. Ouais, exactement. Autre disruption hyper intéressante que tu arrives par la méthode de la page blanche parce que tu viens de l'extérieur et tu n'as pas toutes ces contraintes, croyances préétablies, etc. C'est la rémunération du cash chez Trade Republic. Alors ils ont communiqué pour dire que, donc tout le monde est au courant, le cash est rémunéré chez Trade Republic. Donc les gens se méfient, ils se disent mais attends du coup c'est quoi, c'est une pyramide de Ponzi, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils seront jamais rentables, etc. Comment c'est possible? Le cash est rémunéré à 4% jusqu'à il y a quelques mois. Actuellement, je crois que c'est 3,75%. C'est brut. C'est avant impôt, donc il y a la 30%, il y a la flat tax de 30% en France qui s'applique sur ces 4%. Mais whatever. Donc le cash est rémunéré à 4% chez Trade Republic. Comment c'est possible? Parce qu'en fait, les banques de base, elles déposent leur cash à la Banque Centrale Européenne. Et ce cash qui est déposé à la Banque Centrale Européenne est rémunéré. Quand les taux ne sont pas à 0%, les taux directeurs de la Banque Centrale. Mais quand les taux ne sont pas à 0%, le cash est rémunéré. Qui profite de cette rémunération? Les banques en fait, pas vous. Oui. C'est-à-dire que quand vous déposez votre cash, ou quand il y a les emprunts ou tout ce que vous voulez, le cash qui est en banque, qui est votre argent en fait, eh bien cette rémunération sur le cash, c'est la banque commerciale, BNP, Caisse d'épargne, etc., qui conserve cette rémunération. Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait chez Trade Republic? Ils sont partis de zéro, ils se sont dit en fait c'est pas notre business model de base, nous on veut démocratiser l'investissement, l'épargne, etc. Et puis on a un business model qui était déjà préétabli, on va être rentable comme ci, comme ça. Ils n'avaient même pas pensé avant de faire leur business model à ce truc-là, ils se sont rendus compte que mais attends, on a une rémunération sur le cash, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre cette rémunération directement à nos clients en fait. C'est comme ça qu'ils font. C'est pas qu'ils vous donnent de l'argent magique et que c'est une pyramide de Ponzi, c'est qu'ils vous donnent littéralement les taux directeurs de la Banque Centrale, ils vous donnent cette rémunération directement sur votre cash. Donc actuellement 3,75, c'est pour ça. C'est pas eux qui vous payent, c'est la Banque Centrale en fait. Voilà. Pratique. Encore un bon exemple de page blanche du coup. Ouais, tout à fait. Et puis une autre fonctionnalité qui est très cool pour terminer sur la partie broker, tout ce qui est plan d'épargne automatisé, donc qui vous permettent de faire ce qu'on appelle du dollar cost average. Donc en gros, vous imaginez un plan d'épargne, vous achetez 3, 4, 5 ETF par exemple, ou 3, 4, 5 actions, et puis tous les mois, en automatique, ça prend une certaine somme d'argent, et ça le met selon votre distribution que vous imaginez, 5% dans telle action, 5% dans telle action, etc. Et tout ça en automatique. Et ils ont inventé aussi ce genre de fonctionnalité qui est hyper pratique pour les investisseurs néophytes qu'on est tous. Donc plein de fonctionnalités vraiment canon quoi. Moi je serais Trade Republic, je serais hyper fier. Je ne suis pas Trade Republic. Mais tu as l'air fier quand même. Je suis tout à fait fier. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait fin 2023? Eh bien, ils sont devenus une banque. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu auprès de la BCE leur licence bancaire. Et ça leur ouvre tout un champ des possibles sur plein de nouvelles fonctionnalités, notamment la petite carte que je vous ai montrée au début. Maintenant, ils font des cartes bancaires, justement, vous pouvez payer avec les cartes, etc. Donc, cette magnifique carte qui en appelle clairement à du statut social, disons-le clairement, une magnifique carte lourde, miroir, avec écrit Trade Republic, mais qui est très très cool. Mais la raison pour laquelle je voulais pas l'acheter, moi, de base, c'est parce que justement, c'était une énorme carte miroir et que c'était bien trop visible pour moi, qui aime être discret, donc j'étais un peu gêné. Puis après, je me suis dit, non, mais je vais rentrer dans l'histoire, je veux cette carte. Je ne l'utilise pas, mais elle est là. Mais elle est là, elle existe. Elle est là, exactement. Donc, outre toutes les cartes bancaires, eh bien, ils ont apporté de nouvelles fonctionnalités qui sont très très cool, liées au fait que c'est devenu une banque maintenant, autour de la dépense en fait de votre carte et de démocratiser la dépense et l'investissement. Accrochez-vous, c'est vraiment vraiment cool. La première, c'est le SafeBack. C'est du cashback en fait, ni plus ni moins. Sauf que le SafeBack, ça fonctionne comment? Bien, il y a 1% de toutes vos dépenses qui vous reviennent automatiquement dans votre plan d'épargne, la fonctionnalité dont je parlais il y a quelques secondes. Et donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez faire vos courses, vous pouvez récupérer 1% de vos courses automatiquement réinvestis en Bitcoin. Puisque chez Trade Republic, on peut aussi acheter des cryptos. Pour les aficionados de crypto, c'est pas des cryptos que vous pouvez récupérer sur votre wallet, etc. Mais ça reste sur Trade Republic pour l'instant. Voilà. Mais du coup, en fait, vous avez un réinvestissement automatique, pour ça qu'ils disent SafeBack, de 1% sur votre plan d'épargne. Donc ça peut être sur un ETF Monde, sur le CAC 40 si vous voulez, je vous le conseille pas, sur le Bitcoin, ça peut être sur ce que vous voulez. Donc magnifique. Cette fonctionnalité-là, elle est magique. Et
Ouais. Tu ne le conseilles pas, mais tu ne le conseilles pas, mais tu ne fais pas de conseiller d'investissement, hein, bien entendu. Non, je le fais pas justement. Enfin, non, je ne le conseille pas. Je ne fais pas de conseil d'investissement évidemment. Tout ça n'est qu'une gigantesque sponsor Trade Republic. Ce serait une sponsor Trade Republic, elle serait pas mal en vrai. Hein. Du coup. Oui, elle serait même très bien, effectivement. Elle serait bien. Ouais. Non, mais ce genre de fonctionnalité, vous voyez, on pourrait se demander finalement pourquoi les banques qui ont juste énormément d'argent et qui ont toute la visibilité du monde, tout le capital du monde, tout ce qu'elles veulent du monde. En fait, pourquoi est-ce qu'elles ne proposent pas ce genre de fonctionnalité ? Mais c'est parce qu'elles n'ont pas la méthode de la page blanche. Voilà, tout simplement. C'est pour cette raison. Ouais. Et moi, moi, je vois ça comme un enfermement culturel et de contraintes et de bureaucratie, de choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup ça aussi. Je pense que c'est une notion d'héritage des choses qui restent telles qu'elles sont dans les banques, parce qu'elles sont comme elles sont, les choses, quoi. Ouais, j'ai héritage au niveau pratique technique. Ouais. Moi, je pense j'ai quand même aussi beaucoup l'impression que c'est héritage... culturel, comme je disais peut-être aussi. Ouais, culturel et c'est pas... Enfin, culturel, c'est très joliment dit, mais bien sûr. presque intellectuel, quoi. C'est que vraiment, tu vois... Non, attends, on va pas faire ça. C'est très caricaturé. Puis il n'y a rien qui fonctionne. Toutes les fonctionnalités que je dis là, il n'y a rien qui fonctionne avec une banque. Normalement, une banque, vous allez la voir, vous leur dites bonjour, je veux acheter telle action. Ok, très bien, monsieur, signez ici. On va acheter une action. Une fois que tu as signé, on achète l'action. Au passage, il y a des frais de dossier, il y a des frais de courtage. Parce que les frais de courtage des banques, c'est des pourcentages. Expliquez-moi pourquoi. Voilà, mais c'est comme ça, écoutez. Mais du coup, justement, Trade Republic est arrivé et a dit, en fait, ça n'a aucun sens, donc juste, on va discuter ça va être cool. On va juste dire, c'est 1 euro par ordre, et voilà, quoi, et c'est plus des pourcentages chez nous. Enfin, je veux dire, oui, évidemment, trop bien. Et évidemment, et je vous rassure, Trade Republic sont complètement rentables. Hein. Ils n'arrêtent pas de le répéter à qui veulent l'entendre, dans tous les podcasts qui sont rentables, donc a priori, ils sont rentables. On va leur faire confiance. Mais voilà. Oui. Donc il y a rien qui fonctionne. Je veux dire, imagine la banque, c'est elle qui invente le save back à 1% en automatique sur des ETF et tout. Dire, est-ce que les banques parlent beaucoup des ETF ? Pas à ma connaissance. Je pense qu'elles parlent surtout des assurances vie. Est-ce que les banques veulent éviter les frais de dossier avec un truc en automatique et machin ? Enfin, il n'y a rien qui colle avec une banque en fait. Il n'y a rien qui va avec une banque. Donc il ne faut pas attendre d'une banque qu'elle vous apporte ce genre de fonctionnalité et d'innovation, quoi. C'est impossible. Ouais. Et l'autre fonctionnalité très cool avec cette carte que vous voyez juste ici, ceux qui sont sur YouTube, par le SafeBack, c'est le Roundup. Le Roundup, c'est que ça arrondit automatiquement à l'euro d'au-dessus pour réinvestir également. Même combat que le SafeBack. Donc à chaque fois que vous allez dépenser et que vous allez faire vos courses, si vous faites des courses à 139 € et 40 centimes, vous aurez fait en fait des courses à 140 € du coup, vous aurez fait des courses, 60 centimes de plus. Ces 60 centimes sont automatiquement investis dans du Bitcoin, dans un ETF Monde ou dans le CAC 40 par exemple. Voilà, donc alors évidemment ils sont pas fous, et puis ils se défendent, ils disent que c'est pour le peuple, évidemment c'est pas pour les gens qui ont déjà beaucoup trop d'argent et qui savent plus quoi en faire, donc tout ça est plafonné. Du coup, c'est plafonné, le SafeBack, j'ai vu, c'est plafonné à, je crois, 1 500 € de dépenses dans le mois, ce qui est déjà beaucoup pour une carte courante classique. Enfin, voilà. Si ça vous amuse d'avoir plusieurs comptes, vous pouvez essayer. Voilà. Mais c'est plafonné. Mais ça reste pour n'importe qui, en fait, je trouve des fonctionnalités super intéressantes pour s'éduquer à l'investissement, à l'épargne, et avoir de l'épargne sans effort, en fait. Presque, ça devienne un jeu de dépenser. Vraiment. Ouais, tout à fait. Et puis, faut se dire que 1% ou l'arrondi, ça peut paraître assez peu, mais en fait, à l'échelle de 10 ans, 15 ans, si pendant 15 ans, vous utilisez votre carte Trade Republic, évidemment aussi, ils existent encore dans 15 ans, mais c'est quand même le but. Pour quand on veut devenir une banque, ça peut quand même représenter une somme assez importante, assez intéressante, et c'est sans aucun effort, vous ne le sentirez pas passer, quoi. Vous allez découvrir à un moment plusieurs milliers d'euros, voire beaucoup plus si vous dépensez pas mal, qui sont là, qui dorment, qui vous attendent, qui peuvent vous permettre de faire plein de choses. Donc ça peut être des fonctionnalités vraiment à considérer et à mettre en place dans son quotidien. Finalement, j'ai envie de dire, pour une banque next-gen, une banque nouvelle génération, il n'y a qu'une banque de nouvelle génération qui puisse s'appeler Trade Republic. Est-ce que rien que ça déjà, ça vaut pas le coup de penser de passer à une banque nouvelle génération? Et donc c'est pour ça qu'il y a un lien dans la description de ce podcast. Vous pouvez bénéficier de 10% de réduction. Non, je plaisante évidemment. Voilà, c'était ma J'y ai cru. Non, c'était ma petite chronique Trade Republic. Et vraiment, moi, ce que je retiens de ça, c'est vraiment la page blanche. En fait, c'est notre force à nous tous. Quand nous, même vous qui nous écoutez, on débarque de nulle part, eh bien en fait, on peut tout remettre à plat. Et c'est ce qui fait notre force
Et évidemment que faire une banque comme Trade Republic aujourd'hui, bien sûr que c'est pas facile, bien sûr qu'il y a beaucoup d'obstacles sur votre chemin, mais en attendant, c'est grâce à vous, à nous, qu'on est capable d'inventer à chaque fois, de réinventer les choses, d'innover et de faire de nouvelles entreprises, des choses intéressantes, disrupter des marchés. Et rien que pour ça, je trouve que c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à suivre Trade Republic à partir de maintenant en tant que banque et plus seulement en tant que broker et voir un petit peu ce qu'ils vont nous faire, ce qu'ils vont nous concocter ces prochaines années. Bon, en tout cas, je suivrai ça de très très près. Voilà pour ma petite chronique de la page blanche, la méthode de la page blanche et de Trade Republic dans le marché des brokers d'abord et puis des banques maintenant. Ce que tu décris avec la page blanche, ça me fait penser à un rendez-vous que j'ai eu cette semaine qui pourrait éventuellement t'intéresser. J'ai eu rendez-vous avec un gars très sympa qui vit à Paris, qui a appliqué cette stratégie de la page blanche au processeur de paiement. Okay. Et qui m'a présenté en live un processeur de paiement fonctionnel qui est incroyable pour plusieurs raisons. Premièrement, je te donne 2 raisons. Premièrement, 1% de frais, c'est tout. Quoi qu'il arrive, c'est juste 1%. Quel que soit le pays, quel que soit... Parce que lui, sa cible, pour l'instant, c'est évidemment les gens qui sont à l'étranger. D'accord. Puisque Stripe en France, qui est le processeur de paiement le plus fréquent, le plus utilisé, et c'est 2 ou 3%, il me semble. Donc, ça fait quand même 2 à 3 fois moins, mais il n'y a pas une grosse différence. Moi, ici, aux Émirats, c'est quand même 6% en tout, ou 5%. Donc, passer de 6% à 1% à l'année, ça fait une bonne grosse différence. 2 à 3%, ça me paraît beaucoup. Je crois que c'était un petit peu moins quand même. Ah, tu crois que c'est moins que ça encore ? Il me semble. Hein. J'avoue que je ne regarde pas ça tous les jours, donc je ne sais plus. Mais ouais, c'est un peu moins. Ok. En tout cas, là, c'est 1%. C'est et surtout, 1% en tout cas, c'est clair. Il n'y a pas besoin de rentrer sa carte pour payer. Exactement comme le syndrome, comme le syndrome de la page blanche, comme la possibilité de démarrer. Oui. Ça existe le syndrome de la page blanche. C'est le syndrome des créatifs, mais ça n'a rien à voir. Oui. Exactement comme Trade Republic, il est parti d'une page blanche et il s'est dit mais pourquoi est-ce que alors qu'on a tous une application sur nos téléphones qui va nous demander avec le 3D Secure et toutes ces conneries de valider, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça directement ? Et en fait, il a réussi à trouver un moyen, il a développé un moyen, il me l'a présenté en live, donc c'est fonctionnel. Okay. En fait, juste quand le client appuie sur le bouton payer avec Inflow, parce que ça s'appelle Inflow, I-N-F-L-O-W, Inflow Payments, quand le client appuie sur Inflow sur son téléphone, ça ouvre l'application de sa banque, il a juste un bouton avec écrit accepter le paiement, il appuie et c'est tout. Okay. Donc ça, c'est d'une facilité incroyable. Deuxièmement, c'est vachement bien pour tout ce qui est paiement en plusieurs fois, puisque ça ne prend pas l'empreinte de ta carte, mais ça prend l'empreinte de ton compte bancaire. Donc c'est beaucoup plus chiant à bloquer pour ceux qui s'amusent à bloquer les paiements en plusieurs fois, je veux dire. Ça sent le vécu, ça. Oh oui, là c'est un sujet, c'est un vaste sujet. J'en ai un là, j'en ai un ce soir d'ailleurs. Okay. Hop, j'en ai eu un ce soir, 174 €. Ça fait plaisir. Donc voilà, donc c'est 2 petites fonctionnalités qui ne sont que 2 fonctionnalités parmi tout le reste. M'ont fait me dire que c'était un très bon produit et effectivement, il est parti d'une page blanche. Il s'est dit comment on peut faire le meilleur processeur de paiement. Je vous passe tout le côté sur le fait que tu peux faire travailler ton argent dans ton processeur de paiement, sur le fait que c'est pas vraiment un processeur de paiement en fait, dans le sens où il ne stocke absolument pas l'argent. Il n'y a pas de délai. L'argent est instantanément à toi. Il y a aussi évidemment aucune possibilité que tu te fasses bloquer parce que il n'y a aucune possibilité que tu te fasses bloquer parce que en fait, c'est comme si c'était ton portefeuille. C'est comme si c'était sur ton compte bancaire directement. Ouais, je vois c'est juste un intermédiaire. Oui, c'est un intermédiaire donc, comme Stripe, mais beaucoup plus transparent. C'est-à-dire que c'est pas une espèce de caisse. En gros, c'est pas une caisse, quoi. C'est juste c'est un portail. Je sais pas si l'image elle fonctionne, mais exactement. Ouais, et c'est comme si c'était une caisse, mais c'est ta caisse à toi. C'est pas leur caisse à eux. Eux, ils possèdent pas ton argent, ils savent pas combien t'as, ils savent combien t'as parce qu'ils prennent 1%, mais ils peuvent rien en faire, ils peuvent pas le bloquer, ils peuvent rien faire. Bref, allez jeter un œil, c'est très early. Il y a un compte Twitter pour l'instant et un gars super sympa que vous pouvez DM sur Telegram si ça vous intéresse, mais c'est tout. Okay. Et moi, je passe à mon petit dernier point. On va parler très rapidement de la PayPal Mafia. Ça fait une bonne petite transition. Ma petite transition, elle est donc toute trouvée puisque
La PayPal Mafia, très rapidement, pour ceux qui ne savent pas, en une phrase, c'est le groupe de fondateurs et de premiers employés de PayPal. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la PayPal Mafia ? Parce que ce qui est très intéressant avec toutes ces personnes, c'est que maintenant on a un peu de recul. En fait, c'est la PayPal Mafia parce que c'est les personnes qui étaient là au moment où ça s'est vendu, PayPal. C'est les gens qui avaient soit un haut poste, soit des parts chez PayPal. Et PayPal a été racheté en 2000 ou 2001, il me semble, par eBay, parce que eBay n'arrivait pas à créer son propre processeur de paiement. À ce moment-là, ça s'appelait X.com, pour ceux qui font le rapprochement. Et ça a été racheté par eBay, c'est devenu PayPal, c'est très bien, c'est magique. eBay est depuis tombé dans l'oubli, en tout cas en Europe, en tout cas en France, en tout cas chez moi. Mais ça pourra rester dans l'histoire pour ça éventuellement. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, parmi ces gens-là, il y avait notamment Elon Musk. Et ce qui est très intéressant, et pour le fait que ça s'appelle la PayPal Mafia, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui étaient là à ce moment-là ont été comme touchées par la grâce et ont tous et toutes, tous, on va pas se mentir, hein, je n'ai pas vu de femmes, je crois, dans la liste, ont tous eu des carrières et des revenus titanesques dans les années qui ont suivi et jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que parmi eux, plusieurs sont devenus multimilliardaires. Et quand je dis multimilliardaire, c'est en perso. Multimilliardaire en tant qu'individu. Okay, ce qui est du coup assez rarissime en fait. Hein. C'est très très différent que de posséder des milliards en tant qu'actif de société. Là, c'est vraiment en tant qu'investissement personnel, fonds personnel, patrimoine, etc. Hors professionnel. Donc, ça, c'est déjà assez incroyable, mais en fait, ils ont tous, plus ou moins, été soit gros actionnaires, soit fondateurs de quelques sociétés comme, au hasard, YouTube, LinkedIn, SpaceX, Facebook, Reddit, et globalement, à peu près toutes les mêmes sociétés que ce que tu as... la même énumération que quand je parlais de Sequoia, du coup. Exactement, puisque d'ailleurs, un des anciens de la PayPal Mafia est un des chairman de Sequoia. Donc, tout est bien qui finit bien. Et donc, on pourrait se dire, mais comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Il y a quand même peut-être un truc un peu bizarre. Est-ce qu'ils ne se sont pas tous aidés les uns entre les autres ? Est-ce que ce côté mafia, en fait, c'est pas plus quelque chose de négatif que juste dans le folklore de la Silicon Valley ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui s'est posé cette question et qui a écrit un livre complet sur pourquoi est-ce que la PayPal Mafia a réussi et pourquoi est-ce que chaque individu a continué de réussir dans sa vie, parce que c'est vraiment le cas pour chacun. Vous pouvez aller voir, ils ont tous fait des trucs incroyables. Ils sont 22 ou 23. Ils ont tous fait des trucs de malade, ils sont tous devenus multimillionnaires, multimilliardaires. Et le livre s'appelle Once You Are Lucky, Twice You Are Just Good. Donc pour ceux qui sont niveau moins 1000 en anglais, c'est une fois vous êtes chanceux, deux fois vous êtes juste bon. Et c'est en rapport avec l'entrepreneuriat évidemment, puisque une fois vous êtes juste chanceux, c'est en rapport avec PayPal. Hein, ils ont réussi à vendre PayPal, ils ont gagné beaucoup d'argent, parce que ça s'est vendu pour évidemment beaucoup d'argent à cette époque. Mais ils ont tous ensuite été très très bons et ils ont tous ensuite fait beaucoup de choses. Et du coup, elle a extrêmement bien travaillé, la personne qui a écrit ce livre. Désolé, j'ai plus son nom, mais c'est une femme. Et donc, cette femme a fait une petite liste, non exhaustive, mais quand même extrêmement intéressante, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 points sur les facteurs du succès de ces personnes et les facteurs du succès de manière générale. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est 6 points qu'on n'entend pas forcément partout. Encore une fois, comme tout à l'heure avec Booking, je suis allé chercher des trucs qui ne sont pas les conseils qu'on va voir tout le temps, mais qui sont des conseils très intéressants. Donc, globalement, hein, je vous ai passé toute la partie. Je vous nomme juste 3 personnes qui ne sont pas les plus connues. Enfin, 2 personnes qui ne sont pas les plus connues. Jawed Karim, qui est littéralement le gars qui a fondé YouTube quelques années après avoir vendu PayPal. Et Jack Selby, qui est réalisateur et cofondateur du fonds d'investissement de Peter Thiel. Et Jack Selby, bien, figurez-vous que je l'ai croisé aujourd'hui. Plus que croisé, j'ai passé un petit temps dans son appartement. C'était un vrai plaisir. Il a un très bel appartement, un appartement qui est dans la même tour que la mienne. Quelques étages au-dessus quand même si pas tant que ça. Moi, je suis au 45e, lui est au 53e. Et figurez-vous que je vais peut-être louer son appartement, tout simplement. Parce qu'il a un appartement du coup au-dessus de chez moi et... moi, actuellement, je suis dans un Airbnb. Je cherche un nouvel appartement dans la même tour. Ah, tu pourrais rester dans la tour dans laquelle tu es, du coup ? Ça, il n'y a pas de doute. On ne cherche que dans cette tour. On ne regarde même pas ailleurs.
Ok. Et donc, on a visité un appartement aujourd'hui qui est son appartement. Alors, c'est pas son appartement directement, puisque lui, il vit dans la Silicon Valley, il vit là-bas, mais un de ses appartements est ici. Et donc, c'était un plaisir. Je ne l'ai évidemment pas rencontré, il n'était pas là du tout. J'ai visité l'appartement seul, comme très souvent. Mais oui. Je pensais que tu avais tapé la discute avec lui et tout. Pas le moins du monde. J'ai même mis un peu de temps à comprendre. Je suis déçu. C'est juste que je suis... Oui, bon, bah d'accord. Mais en fait, on est rentré dans l'appart et on voit on voit une magnifique photo d'un gars sur le mur avec Barack Obama. Et on se dit ah waouh, puis après on regarde à côté, on voit une magnifique photo du même gars avec Peter Thiel et beaucoup plus en mode on boit une bière. Je me dis ok, et après je vois des petits trophées avec marqué PayPal, truc et tout, donc je me dis ok, bizarre. Puis en me baladant, je tombe sur des cartes de visite où c'était littéralement écrit Thiel. Je me dis ok, c'est incroyable, et après j'ai fait une petite recherche et du coup j'ai vite compris. Donc on va sûrement louer cet appartement, c'est pas encore tout à fait sûr, mais je vais quand même vous donner les 6 choses qui vont faire que vous pouvez réussir d'après les faits de la PayPal Mafia. La première chose, la chose la plus importante peut-être, c'est la confiance. La personne qui a fait ce travail a remarqué que les membres de la PayPal Mafia étaient tous et toutes des personnes qui avaient une grande confiance en eux. L'autrice de ce bouquin, c'est Sarah Lacy, L-A-C-Y, pour ceux qui veulent acheter un œil. Elle a remarqué qu'ils avaient tous une très 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 grande confiance en eux, en leur projet. Ils y allaient tête baissée, ils fonçaient dans leur projet et ça a tous très bien fonctionné pour eux. La deuxième chose très importante, c'est l'environnement. Ils étaient tous dans la Silicon Valley au bon moment, fin des années 90, début des années 2000, et l'environnement fonctionne extrêmement bien, évidemment, est un facteur et un moteur très important pour les gens de manière générale. Troisième chose assez intéressante, ils étaient tous jeunes. Désolé pour nos plus de 40 ans qu'on aime. Mais visiblement, d'après Sarah, si vous voulez maximiser vos chances de réussite, eh bien, il faut être jeune. Donc jeune, je crois que ce qu'elle voulait dire, c'était en dessous de 35 ans, 40 ans à peu près. Mais globalement, ils étaient tous très très jeunes. Là, je vous dis ça, mais en fait, ils étaient tous dans la vingtaine, voire en début de vingtaine pour la majorité d'entre eux. Mais voilà, la jeunesse semble être, d'après Sarah, un facteur de succès. Ensuite, ils avaient tous quelque chose d'assez intéressant que je n'aurais pas forcément soupçonné, c'est qu'ils étaient tous multi-compétences. Ils n'étaient pas vraiment experts dans un seul domaine. Ce n'est pas des gens qui avaient poussé dans un seul domaine, une seule compétence. Ils étaient multi-compétences. Polymath. Enfin, polymath, non, c'est seulement intellectuel, je crois. C'est pas forcément... Ou peut-être, si. Polyskills, je sais pas, pour aller chercher du latin et de l'anglais. Mais en tout cas, ils étaient multi-compétences, ils savaient faire plusieurs choses et ils ont su s'adapter. Ça, c'est assez important évidemment, mais multi-compétences, pas forcément une seule compétence à fond. Et le dernier gros aspect qui est très intéressant, c'est, d'après elle, ce qui a beaucoup joué, c'est chez tous, il y avait une grande propension à l'aspect et à l'esprit de camaraderie. C'était tous des personnes qui aimaient se réunir, se faire des semaines de compétition sportive, se faire des semaines de beuverie, en fait, créer des environnements sociaux entre eux et avoir un peu cet aspect quasi familial. Et d'après Sarah, ça a beaucoup joué dans les facteurs de succès de ces personnes, parce que c'est quand même assez intéressant, c'est 23 personnes qui ont été multi-successful plein de fois d'affilée pendant des dizaines d'années, donc ça peut être intéressant éventuellement de se poser la question de pourquoi. Elle a trouvé ces 6 réponses: confiance, jeunesse, environnement, multi-compétences, esprit de camaraderie, et la 6e c'est compétitif. Ça va un peu avec esprit de camaraderie dans ce qu'elle décrit. J'ai trouvé ça très intéressant et évidemment je ne manquerai pas de vous ajouter une petite photo dans un podcast futur si je profite du magnifique appartement de Jacques Selby. Mais tu oublies une 7e compétence clé, très importante, Louis. Mais oui, je pense que je sais où tu veux en venir. Absolument, c'est la compétence de laisser une évaluation 5 étoiles à votre podcast préféré, évidemment, entre deux. Évaluation qui ne vous prend que 1 minute 30 secondes et qui nous aide énormément à faire connaître le podcast. Donc si jamais vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à prendre ces 30 secondes, ces 1 minute là, ça nous aide vraiment beaucoup, encore une fois. Merci d'avance à ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui le feront maintenant ou dans le futur. Et puis pensez à écouter les épisodes précédents si jamais vous nous découvrez et que vous n'avez pas encore écouté tous les épisodes d'avant.
Vous allez voir que le format a un peu évolué, mais vous pouvez écouter celui de juste avant ou tous ceux d'avant pour faire un peu plus ample connaissance. Et là-dessus, Louis, je te propose d'en arriver à la conclusion. Conclusion qui est... voilà, à la prochaine. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée Alexis et à la semaine prochaine. Absolument, à bientôt. Ciao.